Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour cette édition. Voici l'essentiel de l'actualité européenne et internationale de ce mardi 29 octobre. À la une de l'actualité aujourd'hui, Saad Hariri cède à la pression de la rue. Le Premier ministre libanais a annoncé sa démission après bientôt 2 semaines de manifestations. La contestation ne faiblit pas aussi en Irak, où les rassemblements se multiplient depuis 1 mois pour tenter de renverser le régime. Une mobilisation sévèrement réprimée par les autorités qui ont encore durci le ton. Ils espèrent la relaxe en France. Les militants qui ont décroché des portraits d'Emmanuel Macron dans des mairies comparaissaient en appel à Lyon après avoir été condamnés à des peines d'amende il y a 4 mois. Et puis direction les sommets de l'Himalaya avec cet exploit inédit. L'alpiniste Nirmal Purja revendique l'ascension des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète en moins de 7 mois. On y revient à la fin de ce journal. Sa prise de parole était attendue. Saad Hariri était sous pression après 13 jours de protestation. Le Premier ministre libanais a fini par annoncer sa démission. Son plan de réforme brandi la semaine dernière n'a pas convaincu. Et le président Michel Aoun a lui aussi tardé à opérer un remaniement, bloqué par les divisions qui minent le gouvernement. Il réclamait depuis maintenant 13 jours la chute du régime. Les Libanais ont appris ce mardi la démission du Premier ministre Saad Hariri. Un peu plus tôt, des heurts ont éclaté dans le centre de Beyrouth, où des dizaines d'assaillants munis de bâtons ont détruit les tentes érigées par les contestataires. Certains de ces hommes se sont servis de chaises comme projectiles contre les manifestants. Saad Hariri s'est donc exprimé dans l'après-midi dans une courte allocution. J'ai fait de mon mieux pour trouver une solution, pour écouter la voix du peuple et pour protéger le pays des risques sécuritaires, économiques et sociaux. Aujourd'hui, j'ai atteint un point de blocage. Le temps est venu d'une thérapie de choc pour faire face à la crise. Je me rends au palais de Baabda pour remettre la démission de mon gouvernement. C'est donc le président Michel Aoun qui a la lettre de démission du chef du gouvernement entre les mains. Il avait évoqué jeudi la possibilité d'un remaniement, mais il ne s'est pas traduit dans les faits en raison des divisions internes à son gouvernement. Le Liban a franchi ce mardi une nouvelle étape dans sa crise politique. La contestation ne cesse de s'intensifier également en Irak. Après 1 mois de manifestations pour s'opposer au pouvoir en place, la barre des 250 morts a été franchie et les autorités tentent d'imposer le couvre-feu à Bagdad malgré l'ampleur de la mobilisation. En Irak, à Bagdad, des cortèges de manifestants affluent ce mardi vers la place Tahrir, occupée jour et nuit depuis jeudi dernier. Les autorités irakiennes n'ont pas réussi à mettre en place de couvre-feu nocturne dans la capitale. Le mouvement qui réclame la chute du gouvernement, une nouvelle constitution et la fin d'un système créé il y a 16 ans pour remplacer le dictateur Saddam Hussein a gagné en ampleur lundi quand des milliers d'étudiants et d'élèves ont envahi les rues de Bagdad et de plusieurs autres villes du sud du pays. Au total, depuis le 1er octobre, date du début de cette contestation, inédite parce que spontanée, environ 240 personnes ont été tuées et plus de 8000 blessés, selon un bilan officiel. Washington précise avoir immergé les restes d'Abou Bakr al-Baghdadi, l'ancien leader du groupe État islamique, décédé à la suite d'un raid mené par les États-Unis. Une information confirmée par un responsable du Pentagone, Sandrine Delorme. L'armée américaine a immergé en mer les restes du corps du chef du groupe État islamique Abou Bakr al-Baghdadi, selon la procédure et les rites islamiques. Ce n'est pas sans rappeler l'inhumation du chef d'Al-Qaïda Oussama Ben Laden en 2011 pour éviter qu'une éventuelle tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Mark Milley, l'a confirmé à la presse après avoir expliqué que les vérifications ADN avaient été réalisées, que plusieurs acteurs du conflit syrien avaient contribué à l'opération et avoir freiné un peu l'enthousiasme du président américain en expliquant que la vidéo du raid était encore à l'étude et qu'il ne savait pas si et quand elle serait déclassifiée. Il a aussi confirmé que 2 personnes avaient été faites prisonnières.
Concernant le récit très précis que Donald Trump a livré au public sur la mort de Baghdadi, le chef d'état-major a esquivé, expliquant qu'il n'avait pas eu connaissance de ces détails, mais que le président avait dû certainement parler directement avec des membres du commando. Lors de son annonce, le président américain avait aussi précisé que 11 enfants avaient pu être sauvés pendant le raid. Il a également rendu public sur son compte Twitter la photo du chien du commando qu'il a érigé en héros national. L'élimination du chef d'État islamique est tombée à pic pour Trump, qui avait besoin d'une victoire, alors même que l'opposition démocrate a lancé une nouvelle phase de la procédure de destitution du président américain. Quelles sont les actualités qui ont retenu l'attention de nos voisins européens? On jette tout de suite un coup d'œil à la situation au Chili avec la rédaction espagnole d'Euronews. Arde Santiago de Chile en el primer día sin estado de emergencia y sin militares desplegados en las 10 jours après le début de la contestation dans le pays, au lendemain de la levée de l'état d'urgence, les rues de Santiago se sont à nouveau embrasées. Le rassemblement pour dénoncer les inégalités a dérapé quand des groupes de protestataires ont tenté de se rendre au siège du gouvernement. Le remaniement opéré par le président chilien Sebastián Piñera n'a donc pas eu l'effet escompté. Une mission de l'ONU est attendue sur place dès demain, alors qu'une vingtaine de personnes sont mortes en marge des manifestations ces derniers jours. José Sócrates enfrenta esta terça-feira o segundo dia. Nos confrères portugais ont suivi le procès de José Sócrates qui se tient en ce moment à Lisbonne. Au deuxième jour d'audience, l'ancien Premier ministre était entendu dans le cadre de son procès pour corruption, fraude fiscale et blanchiment d'argent. L'ancien dirigeant, au pouvoir de 2005 à 2011, est accusé d'avoir reçu des millions d'euros de commissions dans le cadre d'un système de corruption. José Sócrates a été arrêté il y a 5 ans et a passé plusieurs mois en détention préventive avant d'être assigné à résidence. Les faits allégués que l'accusé conteste se sont produits entre 2006 et 2015. Branqueamento de capitais. 5 anos depois, a sentença do antigo primeiro-ministro ainda está por conhecer. Les 27 approuvent officiellement le nouveau report du Brexit. Hier, ils avaient donné leur feu vert pour que Londres puisse sortir de l'Union européenne d'ici le 31 janvier, mais sans convoquer de sommet extraordinaire pour autant. L'Union européenne accepte officiellement ce mardi un report du Brexit au plus tard au 31 janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président du Conseil européen, Donald Tusk, sur son compte Twitter. À mes amis britanniques, l'Union européenne accepte un nouveau report. C'est peut-être le dernier. S'il vous plaît, faites le meilleur usage de ce délai. Plus de 3 ans après le vote des Britanniques, c'est le 3e report du Brexit accordé par Bruxelles. Cette décision s'accompagne d'une déclaration politique dans laquelle l'Union européenne exclut toute renégociation de l'accord conclu avec Boris Johnson et demande à Londres de proposer un candidat britannique pour un poste de commissaire européen. Au lendemain de l'attaque contre la mosquée de Bayonne en France, le profil du tireur se précise. L'auteur des faits, qui a été interpellé, a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat. Il s'agit d'un octogénaire et ex-candidat du Front National. C'est un homme atypique de 84 ans que décrivent ses voisins. Un solitaire en proie à des obsessions et aux verbes parfois violents qui donnaient l'apparence de quelqu'un de psychologiquement perturbé. Claude Cinquet, ancien candidat d'extrême droite à des élections locales en 2015, a été interpellé lundi après avoir tenté d'incendier la mosquée de Bayonne, dans le sud-ouest de la France, et blessé grièvement 2 hommes de 74 et 78 ans. Les 2 victimes ont été opérées et le pronostic est réservé pour l'un d'entre eux. Le tireur présumé a reconnu les faits. Il a été placé en garde à vue du chef de tentative d'assassinat. Emmanuel Macron a condamné avec fermeté cette attaque. Laurent Nunez, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Bayonne lundi soir. S'en prendre à un lieu de culte, s'en prendre à une mosquée, s'en prendre à des fidèles, c'est un acte odieux que nous condamnons bien évidemment avec beaucoup de fermeté. C'est un acte qui ne peut pas avoir sa place dans notre République, qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance. Claude Cinquet habitait un paisible Bourg-des-Landes aux portes de l'agglomération bayonnaise. Personne à Saint-Martin-de-Seignan ne se dit proche de lui. Il est décrit comme un vieil homme qui marche mal et qui voit mal. Il y a quelques jours, il avait adressé un courrier confus au procureur de Dax pour porter plainte contre le président Emmanuel Macron.
En France, leur geste symbolique leur a valu des déboires avec la justice. 6 militants comparaissaient en appel à Lyon pour avoir décroché dans une mairie un portrait d'Emmanuel Macron. Ces militants de la cause environnementale en avaient brandi un certain nombre lors d'une manifestation durant le G7 à Biarritz en août dernier pour dénoncer ce qu'ils appellent l'inaction du président français. Voyez ce reportage signé Guillaume Petit. Lorsque les 6 militants sont arrivés, c'est un comité de soutien qui les attendait. L'ambiance sera sans doute moins festive dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Lyon. Les activistes âgés de 36 à 63 ans sont poursuivis en appel pour avoir décroché le portrait officiel d'Emmanuel Macron. C'était le 2 mars dernier dans une mairie de l'Ain, près de Lyon. Pour dénoncer l'inaction du président, en tout plus de 130 portraits seront décrochés en France. Des militants veulent frapper fort, le procureur de la République aussi. 5 des 6 militants sont condamnés à une amende de 500 € avec sursis. Pas suffisant pour le procureur qui fait appel. Les avocats de leur côté avaient plaidé l'état de nécessité. Il y a des pénuries d'eau un peu de partout dans le monde. Ici en Europe, on a des sécheresses à répétition qui font des rendements agricoles qui chutent énormément. On a déjà fait plein de choses en local, on essaye de faire des choses au quotidien, mais ça ne suffit pas. Là, il faut passer à une autre échelle, une autre vitesse. Des militants qui sont aussi professeurs, cadres, agriculteurs, retraités ou travailleurs indépendants. Le risque, ils le connaissaient et ne regrette pas de l'avoir pris. Tous considèrent qu'Emmanuel Macron n'en fait pas assez pour le climat. Guillaume, ces activistes estiment ne pas avoir le choix face à l'urgence climatique et à ce qu'ils jugent être un manque d'action de la part du gouvernement français. Oui, Anne-Lise, les avocats avaient plaidé l'état de nécessité et ils ont reçu le soutien d'autres organisations environnementales aujourd'hui ou encore de Julien Bayou, porte-parole des Verts, qu'on a pu voir. Et puis pour appuyer leur démonstration, ils ont également fait appel à des scientifiques comme Christophe Cassou, directeur de recherche au CNRS et également rédacteur du prochain rapport du GIEC, ce groupe d'experts sur le climat. Il a rappelé, je cite, un hiatus entre les objectifs et l'état des lieux dressé par le Haut Conseil pour le climat en France. En clair, il n'y a pas assez d'efforts de la part du gouvernement français. Face aux dangers liés au réchauffement climatique, la justice avait reconnu cet état de nécessité en relaxant 2 autres militants en septembre dans un procès distinct. Tout un symbole. Quant au sort des 6 militants, en appel, le jugement sera rendu le 14 janvier prochain. Mais sachez que ce n'est pas le seul procès. Plus de 50 personnes ont été convoquées partout sur le territoire. On prend maintenant la direction des sommets de l'Himalaya pour suivre cet exploit. Un alpiniste revendique l'ascension des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la planète en un temps record. Le récit de Virginie Cook-Rodriguez. C'est un record de l'extrême. L'alpiniste népalais Nirmal Purja entre dans l'histoire. Il a annoncé avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres que compte la planète, en seulement 7 mois. Une performance presque surhumaine. Nirmal Purja était jusqu'à présent inconnu dans le monde de l'alpinisme. Avec son équipe, cet ex-soldat des forces spéciales britanniques a affronté les montagnes les plus inatteignables et les plus dangereuses au Népal, au Pakistan et en Chine. Il a tout simplement pulvérisé le précédent record détenu par le Polonais Jerzy Kuluskal, qui était de 7 ans et 11 mois. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous.